Bienvenue dans le forum de discussion, bienvenue dans le débat politique. Les ennemis de la liberté sèment toujours la terreur dans le septentrion. La commune de Materi a été dernièrement prise pour cible, une attaque repoussée au péril de leur vie par les forces de défense et de sécurité. La menace terroriste gagne du terrain. Le Bénin a mal, très mal, essaye dans son nord. Le sujet est au cœur du forum de discussion. Et puis, au volet politique, on s'interroge sur le chef de file de l'opposition. Mais alors, où est passé Paul Hongpè, le secrétaire exécutif national du parti FCBE, est depuis absent du débat politique. Pas de réactions officielles sur divers sujets d'actualité. Un silence assourdissant, doublé d'une faible occupation de la scène qui rend le patron de l'opposition peu visible. De quoi laisser les autres partis d'opposition occuper le terrain et prendre le lead. Les démocrates, RLC, MPL et NFN font montre d'un activisme très prononcé. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cette posture de l'ancien maire de Bopa et ancien ministre de la Culture? La stratégie du silence ne peut-elle pas s'avérer contre-productive? Grosse interrogation à laquelle vont répondre mes invités. Puis hors de nos frontières, la CEDEAO s'est penchée sur le cas de ces pays englués dans une crise institutionnelle. Le Mali, bien évidemment, dont les sanctions ont été officiellement levées depuis 2 ans, disais-je, l'Afrique de l'Ouest a vu se succéder les coups de force des hommes en kaki. Putsch le 18 août 2020 à Bamako. Nouveau fait accompli parachevant le 1er et le 24 mai 2021. Coup de force le 5 septembre 2021 à Conakry. Coup d'État le 24 janvier 2022 à Ouaga. 3 pays au destin croisé. La CEDEAO a statué sur le sort de chacun d'elles. On se penche sur les résolutions de ce sommet de l'institution sous-régionale. En plateau avec moi pour analyser, décortiquer, débriefer tous ces sujets d'actualité, Oumar Adéandou, journaliste politique. Bonjour Oumar. Bonjour Aman. En plateau également avec moi, mon cher, bienvenue Agba Sagan, journaliste aussi. Bonjour, bienvenue. Bonjour Emmanuel, bonjour amis téléspectateurs. Un plaisir de vous avoir sur le plateau. C'est un plaisir partagé. Et puis Ange Banouin qui fait son retour parmi nous. Bonjour Ange. Bonjour Emran, bonjour téléspectateurs. Alors Oumar Adéandou, comme tous les Béninois, depuis un moment, vous voyez cette menace terroriste grandissante dans le nord de notre pays. Dernièrement, c'est la commune de Materi, d'Assari, dans la commune de Materi, qui a été prise pour cible. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ce sujet? En tant que Béninois, on a envie de dire qu'on est plus ou moins peiné quand même. On est quand même peiné. Ça fait peur lorsqu'on entend ces gens de choses qu'on voit vraiment de très loin arriver vraiment dans le septentrion de notre pays. Ça fait vraiment peur. Voilà. Mais c'est le moment aussi peut-être de saluer nos forces de sécurité, nos forces militaires, nos forces de l'ordre pour tout le travail qu'ils abattent, parce qu'ils font un travail énorme. Un travail qui permet quand même de contenir plus ou moins cette menace-là. Et au prix de leur vie, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le moment vraiment de leur tirer le chapeau et de saluer également tout ce que le gouvernement met en place pour donc lutter contre cette menace-là. Moi, j'ai eu la chance il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, de faire un reportage sur le sujet, et d'éminents professeurs d'université ont travaillé également sur le sujet, et je pense qu'il faudra les écouter pour pouvoir apporter une solution qui soit vraiment très efficace. Lorsqu'on regarde aujourd'hui la situation des attaques terroristes, je veux dire, dans le monde, on voit que la solution militaire n'est pas forcément la solution adaptée. Et donc aujourd'hui, ces éminents chercheurs universitaires béninois, même étrangers qui étaient donc présents, je veux parler de personnes comme le professeur Baglo, je veux parler de personnes comme le professeur Dodia Mouzouvi, de monsieur Nassirou Bako. C'est des gens qui sont tout le temps sur le terrain de par leur travail et qui savent à peu près les raisons de ce problème-là. Il ne faudra pas faire d'amalgame. Il ne faudra pas voir tout de suite le fanatisme religieux derrière également ces attaques-là qu'il y a, notamment en Afrique de l'Ouest. Parce que lorsqu'on regarde, on a vu en fait que ces fanatiques religieux-là qui ont essayé dans d'autres régions de s'aimer du désordre et qui n'arrivent pas parce qu'ils sont pourchassés et tout ça, ils viennent vers nous et ils essaient de voir les terreaux les plus fertiles possibles. Chez nous, depuis toujours, on a toujours des problèmes, des petits conflits
entre communautés, tout le monde le sait, agriculteurs, éleveurs, il y a toujours ces petits problèmes-là. Donc, quand ils viennent sur ces gens de terreau-là, ils essaient donc de s'enraciner et de profiter donc peut-être auprès des jeunes des différentes communautés pour essayer donc d'asseoir leur comment on appelle leur idéologie de guerre, de mort, voilà. Donc, c'est le moment où les autorités devraient peut-être écouter aussi ces civils-là qui ont une certaine expérience, qui sont allés travailler sur le terrain, qui connaissent réellement la méthode d'action de ces personnes-là et d'adapter à ça ensuite la méthode militaire pour pouvoir donc aller véritablement à l'encontre de cette menace-là qui fait peur, comme on le dit. Voilà. Ange Banouin, on voit que la commune, ou sinon le Nord Bénin est régulièrement, en tout cas depuis un moment, pris pour cible au détour donc, de ces attaques terroristes. On ne sait pas si elles sont pour l'instant djihadistes. Parce qu'il y a eu une confusion qui ne peut pas faire. Une chose est sûre, ce sont des attaques terroristes qui sont perpétrées dans le nord de notre pays, créant donc du coup la psychose dans ces régions. Merci Eman. Vous savez, la question du terrorisme, c'est un sujet assez préoccupant et mieux ambivalent. Et depuis lors que des recherches et d'éminents experts ont montré la propension que prenaient les terroristes en partance du Sahel pour pouvoir atteindre le golfe de Guinée, les assauts également n'ont pas manqué de mettre l'alerte, de mettre en état d'alerte les différents pays côtiers de la sous-région. Ce qui fait qu'aujourd'hui, présenté ou bien présumé être en griffe épargné de ce mouvement qui sévissait véritablement dans le Sahel, les pays comme le nôtre sont aujourd'hui, font essuient véritablement la menace de ces assaillants, comme le désigne. Ces ennemis de la liberté. Voilà, le désigne stratégiquement, ou bien en tout cas les forces de défense et de sécurité. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la question, au-delà de toute la propension que cela prend, mobilise en quelque sorte, que ce soit experts et militaires, et dans une logique de coproduction. Pourquoi pas également les populations dans une logique de coproduction de la sécurité, dans la mesure où on sait que il n'y a pas de sécurité zéro, mais plutôt une dynamique à mettre en place pour pouvoir maintenir un état de veille sécuritaire. Et c'est sur cet aspect qu'il faudra véritablement beaucoup agir aujourd'hui, quand on sait que la plupart du temps, quand on se réfère même d'ailleurs à l'ouvrage célèbre du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo, Damiba, actuel président du Faso, dont l'ouvrage a été en griffe la caution du coup d'État du 24 janvier dernier, qui malheureusement également aux affaires n'est pas en train d'endiguer la menace fait face à la vérité, à la réalité de la situation. Même si dans son ouvrage il a relevé ce qu'on peut appeler les faiblesses de la réactivité, de la proactivité de nos armées face à l'ennemi. Et c'est sur cet aspect qu'il faudra véritablement embrayer, parce que nous savons que toute situation de crise est une situation d'intérêt stratégique, et mieux également géopolitique. Et quand il n'y a pas de situation, quand il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'intérêt. Et vous savez que c'est en cela qu'il faudra redéfinir les stratégies, pour que les stratégies à mettre pour faire face, pour contrer le phénomène, ne profitent pas plus à ceux qui ont intérêt à ce qu'il y ait des foyers de tension qu'au maintien de la sécurité. Parce que vous savez que lorsqu'il y a situation de crise, forcément, il y a... quand on prend par exemple le Sahel avec les forfaits terroristes, c'est que forcément, il y a la contrebande qui se développe. Il y a le trafic d'armes et autres stupéfiants qui véritablement qui trouvent son nid et son terreau. Et mieux, derrière tout cela, il y a aussi les usines d'armement qui ont intérêt, parce qu'une fois que vous êtes secoué par la menace, que ce soit de façon d'une guerre régulière et mieux face à ce type de phénomène, c'est que forcément cela profite d'une manière ou d'une autre à des intérêts qui voudront forcément bénéficier de cette situation-là pour également faire du profit, parce qu'il ne faut pas l'occulter. Et c'est là qu'en définissant les stratégies, il faudrait que nous pensions à des stratégies pour le moins efficaces, mais également efficiente. Parce que tout porte à croire aujourd'hui que lorsqu'on parle de questions de stratégie, les armées africaines se contentent à parler d'armada militaire en termes de grosses œuvres, de grands arsenals.
Mais lorsque vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la stratégie des grands pays, des pays en griffe qu'on présente sur la planète pour les plus développés, a changé radicalement face au phénomène terroriste, on se rend compte que nous faisons encore face à la menace terroriste comme au temps jadis. Parce que le tout aujourd'hui, suivant sur la base des éléments que moi j'ai eu à observer, des analyses que j'ai eu à faire, c'est que tout ne dépend pas aujourd'hui d'une question en termes d'effectifs, parce qu'on constate que la plupart de ce qui se fait chez nous en Afrique, quand on parle de la menace terroriste, c'est qu'on cherche à renforcer l'effectif des forces armées, on cherche à acquérir de gros moyens militaires, alors qu'en réalité, il faut chercher à avoir des unités de pointe, des unités d'élite, et avoir du matériel de dernière génération. Et pourquoi pas mettre aujourd'hui à contribution ce qu'on appelle, les images satellitaires. Parce que vous vous rendez compte que lorsque, par exemple, un citoyen américain ou français, en tout cas européen, se retrouve dans ces engrenages-là, sur une portion de l'Afrique, en quelques heures, les gens identifient déjà la position, ils géolocalisent, ils arrivent à identifier quel est le mouvement, le déplacement de ces individus-là. Mais nous-mêmes qui sommes confrontés au phénomène, on se pose la question de savoir, mais comment se fait-il que nous n'arrivons pas à déterminer, non pas par nos moyens que nous avons, ou tout au moins chercher à avoir des moyens pour pouvoir déterminer les mouvements de ces individus. Et je parle également sous le couvert de l'ouvrage célèbre du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba Sandaogo, qui a également relevé cette question-là, de la question des moyens, et pourquoi pas également du coût qu'il faut, mais des moyens nécessaires, qu'il s'agisse de moyens militaires et pourquoi financiers face à la question du terrorisme. Comme question, dans des pays où il y a tout à faire, où on va dire il y a des centres sociaux communautaires à construire, où il y a des indigents à soutenir, où il y a des écoles à construire, où il y a du social à faire, ou est-ce qu'il faut encore trouver l'argent pour injecter, d'accord, dans l'arsenal militaire de pointe pour pouvoir faire face à la menace? Vous savez, l'intégrité territoriale n'a pas de prix. D'accord. Et derrière cela, parfois même, les grands arsenaux militaires coûtent beaucoup plus cher que la stratégie. Non pas que lorsqu'on met en œuvre, par exemple, les images satellitaires, ça a un coût. J'ai eu la chance d'échanger avec quelqu'un qui était dans une autre sphère qui faisait remarquer que les abonnements satellitaires coûtent cher. Même si nous n'avons pas de satellite propre à nous, on peut chercher les moyens de pouvoir avoir de s'abonner et mieux avoir des unités d'élite. Je prends par exemple le cas de l'un des faits d'armes contre le terrorisme qui a marqué l'histoire. C'est par rapport, en griffe, la liquidation d'Osama Ben Laden par les Américains. Et vous savez comment ça s'est passé? Ils n'ont pas envoyé des guérillas, ils ont envoyé des élites. Après quoi? Après avoir fait des identifications. Donc, si nous avons aujourd'hui des unités d'élite opérationnelles, comme on l'a vu parfois, où après des actions, il y a des opérations de ratissage, si nous avons les moyens, je ne dirais pas en griffe, avec l'intelligence artificielle, comme on le dit aujourd'hui, c'est juste un thème galvaudé. Si avec les satellites, on peut identifier les déplacements au niveau de nos frontières et mettre en œuvre, envoyer des missions pour faire des opérations ponctuelles, sans oublier également la présence de l'armée au niveau de certains, parce que nous allons en venir certainement, parce qu'aujourd'hui, l'alerte n'est plus de niveau 1, si on peut en parler, parce que nous avons... On va y revenir, on va permettre à Bienvenue Agbassaghan aussi de placer son mot. Bienvenue, aujourd'hui, on remarque que dans d'autres pays, en tout cas du Sahel, lorsqu'il y a des attaques terroristes qui sont perpétrées, très rapidement dans les heures qui suivent ces attaques-là sont revendiqués par des groupes organisés, mais depuis, à l'exception, je crois bien, d'une seule attaque qui a été revendiquée au Bénin, le reste n'a pas été revendiqué, en tout cas, du moins pour les informations que nous avons pu avoir. Est-ce à dire que pour l'instant, on est en train de faire face à des groupes isolés ou à des actions isolées? Mais il faut dire que cela constitue d'ailleurs la preuve que le Bénin n'est pas un réservoir fécond du terrorisme, il faudrait le préciser, tel que Omar l'a bien su, parce que si nous touchons, je dirais, la sève ou le substrat, voire même les caractéristiques partagées en matière de terrorisme, vous allez voir que le Bénin, pas du tout, ne s'y retrouve pas en entièreté. Alors, le travail qu'il faut aujourd'hui, j'ai entendu Ange Banoué avec des stratégies militaires hors normes. Il faut le dire pour nous en réalité. Pour nous,
en réalité. Vous savez, le phénomène, il faut étudier du point de vue non seulement sociologique et psychologique le phénomène du terrorisme. Et il ne faut pas aujourd'hui prioriser la solution militaire. Vous savez, on sait que le ferment du terrorisme, c'est de l'extrémisme politique, l'extrémisme social et l'extrémisme religieuse, qui constituent donc les différents agrégats et qui donnent la force au terrorisme. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire nécessairement? Vous savez, c'est des gens qui agissent sur la psychologie des gens. Ils assouplissent votre mentalité, ils vous égarent et vous conduisent dans ce que j'appellerais la dupérie de la facilité critique. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler sur la population. Parce que quand on agit sur l'esprit de quelqu'un, ce n'est pas seulement l'armement qui viendra donc à la solution de cela. Aujourd'hui, par exemple, le cas que subit le Bénin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait nécessairement qu'on déploie des psychologues pour nous, aller dans ces régions-là en réalité, et que même travailler sur les esprits de ces gens-là pour contrer ces initiatives, parce que vous allez remarquer que c'est des gens qui sont presque dans le quotidien avec nous. Il faut le dire, toi, peut-être le jour où il est avec toi, il vient à ton secours, il te soutient. Et donc, à partir de ce moment que la personne te soutient, on lui voue des estimes en réalité. Et donc, à partir de ce moment, toi, tu ne sais pas que ces personnes-là sont des gens qui ont presque la licence au-dessus de la loi. Et donc, dans ces genres de situations, vous êtes obligé, c'est-à-dire de composer avec eux. C'est pour ça, moi, je dis, oui, solution militaire. On doit déployer des solutions militaires. Je suis d'accord. Mais le travail aujourd'hui, c'est non seulement dans nos lieux de culte en réalité. Il faut éviter sur le plan politique certains actes qui conduisent le président Boniaï et l'a dit à certaines exclusions qui pourraient donc constituer des fragments de frustration. Et que ces fragments ou segments de frustration, lorsque ces choses-là sont accumulées, ne peuvent que créer et ces dérives-là que nous observons. Donc aujourd'hui, nécessairement, à l'étape où nous sommes, il faut ce travail. On a parlé des sociologues tout à l'heure. Il faudrait qu'on tienne compte des recherches qui ont été faites en la matière pour pouvoir donc aider les stratégies militaires. On ne va pas tellement dépenser parce que nous avons besoin, vous avez dit, des infrastructures socio-communautaires, mais avec nos moyens de bord, utiliser les populations, on peut arriver même de manière instinctive et arriver avec des mécanismes qui peuvent nous permettre de repousser ces assaillants-là, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir le rôle de l'armée, et ils sont en train de repousser, mais il y a déjà un chapelet macabre, il faut le dire. Moi, avec les morts qui s'observent, ça inquiète déjà, ça chagrine, et c'est triste en réalité. Donc, il faut aujourd'hui nécessairement que nous aussi, en tant que citoyens, nous qui sommes de cette région et de la région du Sud aussi, que nous travaillons main dans la main, qu'on n'arrive pas à faire prévaloir des solutions, en tout cas, qui sont dans notre intérêt, sur les solutions qui doivent être les solutions patriotiques. Donc voilà pour moi ce qu'il faudrait faire en réalité pour éviter ces genres de situations. D'accord. Oumar, vous avez envie de réagir? Oui, très rapidement. Ce que je veux dire, c'est quoi? Tout à fait d'accord avec Bienvenue à Gbassagan. Le tout militaire n'est pas du tout la solution. Lorsqu'on regarde la situation en Afrique de l'Ouest, il y a des gens, il y a des scientifiques qui ont déjà travaillé sur la chose. Ça, c'est le premier aspect sur lequel je veux venir, et je vais revenir dessus tout à l'heure. Le second aspect sur lequel je voudrais revenir, c'est que le tout militaire, on connaît ce que ça a donné. En Afghanistan, on sait comment ça s'est terminé. En Syrie, on sait comment ça s'est terminé. En Irak, on sait comment ça s'est terminé. Donc, le tout militaire pour réagir contre un problème de terrorisme n'est pas forcément la solution. Et le cas du Bénin est bien spécial. Vous l'avez dit tout à l'heure. Lorsque vous regardez le cas, par exemple, du Mali, pour commencer par là, vous allez voir que, en réalité, le terreau sur lequel c'est appesanti, je veux dire, les fanatiques pour essayer d'endoctriner la population, c'est justement ces problèmes-là de conflits, de terre qu'il y a entre les populations. Donc, des frustrations qui existaient auparavant. Donc, certaines communautés qui se sentent exclues se disent, ah, mais écoutez, ces gars-là peuvent nous aider, on va se faire entendre désormais. Et c'est de là, donc, que partent les choses. Donc, au Bénin, ce qu'il faudra faire, c'est un travail d'abord avec la population, comme l'a dit Bienvenue à Gbassagan. Je ne sais pas quelle forme ça pourra prendre, je ne
sais pas. En tout cas, les scientifiques, eux, ils ont l'habitude du terrain, ils vont tout le temps. Quand vous entendez Nassirou Bako parler, vous allez vous rendre compte que, mais écoutez, mais comment est-ce que eux, ils ont le courage même d'aller même au-delà des frontières du Bénin? Je vous parle même du Burkina, des endroits qui sont pratiquement inaccessibles aux forces de l'ordre burkinabé. Mais c'est, voilà, des personnes qui vont, eux, ils sont des chercheurs, ils vont jusqu'à ces endroits-là, écouter la population. Donc, ils connaissent réellement les problèmes. Donc, c'est un travail qu'il faudra faire avec la population. Et l'État béninois aussi fait beaucoup, il faut le dire. Vous voyez, il y a le médiateur de la République, je crois, qui a été mis en place. C'est pas pour rien. C'est pour écouter ces populations-là également. C'est pour savoir quels sont les problèmes que les jeunes ont. Et tous ces jeunes-là qui pourraient être utilisés par les terroristes pour déstabiliser le pays en retour, il faudra pouvoir donc leur donner du boulot pour ne pas qu'ils soient désœuvrés au point de céder facilement à tout ceci. Et l'autre aspect, lorsque j'étais à ce séminaire, il y a un petit aspect qui est sorti, ce n'est pas forcément quelque chose de très grave, mais c'est tous ces intellectuels-là qui ont été dans les pays arabes étudiés et qui reviennent avec des diplômes. La plupart du temps, on les regarde, c'est des gens qui portent des boubous, on a tendance à croire que, bon, c'est des alphas, mais il y en a parmi eux qui sont titulaires de diplômes en informatique, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand ils viennent, le système ne pouvant pas les intégrer, c'est compliqué pour eux, ils sont désœuvrés et c'est les seuls qui comprennent certainement l'arabe, qui comprennent plus ou moins les problématiques liées à l'islam. Et donc, ceux-là constituent aussi des problèmes qu'il faut pouvoir résoudre. Donc, tous ces jeunes-là qui sont arabophones, qui reviennent de ces pays-là, il faut pouvoir les intégrer et savoir comment faire. Et au-delà d'eux, toute la jeunesse dans cette région-là, il ne faut pas qu'on se sente exclu, comme l'a dit Bienvenue à Bassagan, parce qu'on les petites frustrations qui vont grandir et finalement vont prêter donc flanc donc à toutes ces dérives que nous avons, des gens qui vont se faire enrôler, qui vont se faire endoctriner. Voilà, et nous ne voulons pas de cela au Bénin. Mais tout de suite réagir en termes militaires dans une situation telle que nous vivons actuellement au Bénin. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution. Le gouvernement, je pense, tient le bon bout, le dialogue, aller vers les populations, apprendre aux populations à dénoncer, à dire, écoutez, il y a telle ou telle personne qui a un comportement qui n'est pas très catholique, catholique, un greffe qui n'est pas très normal. Voilà, donc vous voyez, je pense que c'est l'une des solutions. Les élus locaux aussi, aller aux côtés des populations, être avec les gens, pour que les gens savent que, bon, l'État est avec nous, nous ne sommes pas exclus. Je pense que c'est là aussi la solution. Ange Badoué, le tout militaire, on le sait, n'a prospéré nulle part. On a vu le chef de l'État, Patrice Talon, qui a été annoncé donc dans une tournée occidentale dans le cadre justement de la problématique liée au terrorisme, sans doute pour aller s'armer vraiment en griffe, pas du point de vue militaire, mais s'armer davantage pour faire face à la menace, même si au demeurant on ne doit pas créer non plus la psychose dans l'opinion. La menace, elle est réelle, mais elle n'est pas aussi écarlate que dans d'autres pays qui nous entourent, à savoir notamment le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Un peu plus loin. Écoutez, vous savez, c'est assez facile de penser que le tout militaire n'est pas la solution, mais il faut relativiser par rapport à la situation à laquelle nous faisons face. C'est qu'il faut comprendre que c'est vrai qu'aucun spécialiste face à la question du terrorisme ne pourra prioriser le tout militaire. Parce que c'est un phénomène qui ne s'ancre que lorsqu'il y a des frictions, qu'au moment où il y a un terreau qui lui est favorable. Et lorsque nous faisons le diagnostic, il faut s'apercevoir de quel est l'état aujourd'hui de la menace à laquelle fait face le Bénin. Et c'est là qu'on pourra savoir quelle est l'alternative qu'il faut mettre en œuvre ou bien quelle est la mixité des stratégies à mettre en œuvre. Parce que forcément, ce qui se fait, ce n'est pas mauvais parce qu'il faut forcément un rideau sécuritaire. Mais un rideau sécuritaire dans la mesure où, lorsqu'on appréhende un peu, je dirais, l'attitude des terroristes, c'est que c'est des gens qui cherchent forcément à déstabiliser, créer la psychose et fragiliser pour pouvoir maintenant s'intégrer ou bien s'insérer. Et lorsqu'on prend par exemple le premier élément, fragiliser les positions régaliennes de l'État, que nous savons, qui sont les forces de défense, les commissariats, nous avons remarqué au moins 2 faits d'armes en l'intervalle d'un mois. En mars et tout récemment en juin, le 26 juin dernier, où des commissariats ont été ciblés. Donc, fragiliser des positions régaliennes de l'État. Et lorsqu'on prend par exemple cet élément, c'est que forcément, il faut un rideau sécuritaire. Et lorsqu'on laisse cet aspect, c'est
créer maintenant un ferment pour se faire accepter. Parce que tant que jusque-là, on constate que les mouvements ne sont pas revendiqués, on le dit, mais il ne faudrait pas qu'on en arrive à là. Parce que tant que ces derniers-là ne vont pas trouver dans la population ou bien au sein de la cible un terreau favorable qui pourra véritablement les porter, même s'ils vont s'affirmer, ils ne pourront pas le faire parce que ce n'est pas encore une victoire pour eux. Et c'est ce à quoi nous ne devons pas arriver à travers la mise en place de rideaux sécuritaires et pourquoi pas des mises en place de mécanismes sociaux, et des actions socio-communautaires et des initiatives de développement communautaire qui vont permettre à ce que la population, quelle qu'en soit les tentatives, ne se laissent pas ne prêtent pas flanc, je ne dirais pas au jeu des terroristes qui probablement vont leur promettre monts et merveilles, qui malheureusement ne l'est pas. Et donc, lorsqu'on analyse également, on constate que les pays limitrophes du Sahel, du Bénin, qui sont du Sahel, quand on prend par exemple le Burkina et le Niger, la situation du Burkina qui a conduit déjà, il y avait une situation au Burkina qui était déjà un élément qui devait mettre la puce à l'oreille du Bénin. Il y a eu une attaque qui a fait que des Burkinabés ont été obligés de quitter leur territoire pour migrer vers le Bénin, dans la zone de Tanguita. C'était un élément prépondérant. Or, nous savons qu'aujourd'hui, les mouvements terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent et ils cherchent maintenant à occuper un espace donné pour pouvoir maintenant, en griffe, étendre leur bannière, comme on le dit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dès que nous avons eu cet élément-là dans l'histoire, où en même temps, des gens, ils ont cherché, ils se sont sentis pouvoir avoir pris possession d'une portion de terre dans cette région-là, c'est que forcément, la position de l'État voisin à ce niveau a été mise en faillite. Donc, c'est à nous maintenant de mettre un rideau sécuritaire à notre niveau. Et c'est par rapport à cette stratégie de rideau sécuritaire qu'il ne faut pas aussi en mettre trop, parce que le jeu des terroristes, c'est de fragiliser psychologiquement les populations. Parce que dans un État, au quotidien, il n'est pas de coutume qu'on voit des militaires positionnés à tout endroit. Maintenant, en mettant l'État dans cette position de faire parader des militaires, cela rend l'État vulnérable parce que la production prend un coup, la pacificité des populations prend un coup, et derrière ça, on leur souffle à l'oreille des discours qui vont leur faire croire que en faisant ceci, vous aurez la paix. La sérénité n'a plus la chose voilà. Donc, raison pour laquelle moi je priorise des stratégies en griffe mixtes et pourquoi pas camouflées quand on passe par au phénomène du terrorisme, une présence régalienne à des postes stratégiques et des actions d'élite de façon spécifique pour neutraliser la menace. Alors, les populations, qu'est-ce qu'elles en pensent? Qu'est-ce qu'elles pensent de ce sujet dont nous débattons aujourd'hui sur la matinale 5 sur 7 matin de la télévision nationale? Nous leur avons adressé la question au travers de nos canaux digitaux, bien sûr, Facebook, WhatsApp et Twitter, parce que ces populations-là aussi sont connectées, ce sont des populations 2.0. Et c'est Stanislas Oussalinkon qui fait pour nous le tour des réseaux sociaux pour relayer leurs différents avis à travers la question du jour que nous leur avons adressée. Face à la menace terroriste, on va découvrir d'ailleurs la question en image, face à la menace terroriste grandissante dans le nord de notre pays, qu'avez-vous à suggérer à nos dirigeants? Parce que oui, nous voulons les entendre aussi, nous voulons pouvoir les lire, pour qu'ils puissent, ou qu'elles, ces populations-là, bien sûr, participer à la réflexion. Qu'avez-vous donc face à la menace terroriste grandissant dans le nord de notre pays? Qu'avez-vous à suggérer à nos dirigeants? Stanislas Oussalinkon, bonjour. Bonjour Rodrigue Herman Amagan, bonjour à chacun et à tous. Alors, que pensent nos amis internautes de notre sujet? Ils sont nombreux à faire beaucoup de suggestions, des propositions concrètes. D'autres ont proposé qu'on renforce l'effectif des forces de l'ordre. Mais pour certains, il ne faut pas aussi oublier le côté d'emploi des jeunes dans le milieu. Il faut aussi exploiter la bombe africaine. Vous savez de quoi je veux parler. Il parle des moyens occultes. Et c'est ce que nous allons voir à travers les différentes créations. Exactement. Et nous retrouvons via notre compte Twitter Play Sévérin qui suggère qu'il faut que l'État augmente le nombre des forces de défense et de sécurité, augmente les services de renseignement à l'intérieur du pays,
recense tous les jeunes qui ne travaillent pas dans les localités touchées et leur créer d'emplois pour éviter qu'ils soient recrutés par les terroristes. Sur notre page Facebook, Mamadou Ezekiel fait aussi des suggestions, mais avant, il dit ceci: je voudrais féliciter les forces de sécurité pour leurs efforts dans le cadre du maintien de la paix. Nous suggérons cependant que les bases soient installées et bien renforcées dans les zones à risque, des formations particulières pour l'appropriation de nouvelles stratégies de riposte, l'utilisation de drones pour détecter les nids de ces gens-là dans la brousse, inviter les chasseurs, les recruter, les former et les envoyer sur les lieux. Ils maîtrisent bien la brousse et les lieux. C'est leur quotidien, pense notre ami Bokor Roland Caliste propose ce qui suit: réunir toutes les tendances politiques car le terrorisme profite des divisions et clivages, instaurer la confiance entre population riveraine et le pouvoir central. Ainsi, les gens dénonceront spontanément. Lutter contre le chômage des jeunes pour limiter les tentatives de recrutement est une priorité. Encourager une collaboration entre pays voisins par des échanges d'informations et des interventions sur territoires voisins. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication comme les drones, les caméras de surveillance dissimulées, sans oublier éventuellement les moyens occultes. Allez, merci beaucoup à vous, Stanislas Osalenko, pour tous ces avis que vous avez dûment répertoriés pour nous. Au plaisir de nous retrouver très prochainement. Ah oui. Sinon, demain déjà, dans la matinale 5 sur 7 matin pour mardi santé. Et voilà qui vient mettre un terme au premier sujet en discussion, bien sûr, dans le débat matinal. On en vient à présent au deuxième sujet. Il s'agit bien sûr de l'opposant du chef de file de l'opposition, Paul Rompé. Mon cher, bienvenue à Agbasagan. Où est-il passé? Est-ce que vous avez peut-être des informations dont nous ne disposons pas? Non, mais, non, pas du tout, parce qu'on a constaté que le chef de file de l'opposition, il a disparu comme l'avion malaisien. Il faut le dire, il disparaît de tous les radars politiques et nous voyons d'autres qui sont en train donc de prendre sa place. Et ça ne peut qu'être ainsi, il faut bien sûr préciser. Vous allez remarquer que quand on prend ce parti politique qui de jour en jour se trouve donc désossé, permettez-moi de le dire, de cette façon, et qui perd ses vertèbres, il faut le dire, parce qu'au départ, avant que le chef de file de l'opposition ne soit désigné, il fait partie d'un parti politique, permettez-moi de le dire, de la sorte de la Fostori pour un Bénin émergent, et qui a perdu ses cadors, il faut le dire. Et donc, quand vous vous retrouvez seul, comment vous allez vous retrouver à la face? Et dans le même temps, vous allez constater que sur le terrain, il y a d'autres opposants qui prennent la place. Il y a ceux qui s'appellent opposants, les opposants radicaux, il faut les préciser, quand vous prenez le parti, les démocrates, et qui considèrent, excusez l'expression, les autres comme le suppôt de Satan, et donc à partir du pouvoir en réalité. Et donc quand vous prenez Paul Rompé, les gens, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que il n'a pas de la logistique en réalité. Il n'a pas les moyens nécessaires pour jouer véritablement le rôle de chef de file de l'opposition. Mais moi, j'enlève ce manteau-là. Et quand j'enlève ce manteau, il est membre d'un parti politique. Où est ce parti politique-là aujourd'hui? C'est la question qu'il faudrait nécessairement se poser. Regardez, on voit le parti restaurer la confiance de Irénée Agossa, qui est sur tous les champs, il est sur tous les fronts. Et il n'y a pas ce sujet-là. Il est toujours présent. Voilà un peu le rôle du chef de file de l'opposition. C'est comme si il a transféré ce pouvoir à Irénée Agossa ou à d'autres, je ne sais pas. Mais le chef de file de l'opposition que nous avons, en réalité, moi je ne sais pas où il se trouve, mais c'est pour vous dire que le poids, peut-être le poids de la mission, Paul Rompé n'arrive pas à supporter la charge qui lui a été confiée. C'est ce que je me dis. Sinon, il aurait apparu devant la scène. On l'aurait remarqué sur des sujets. On l'aurait vu au front en réalité. Mais tout ça, rien n'y fit, permettez-moi de le dire, de la sorte. Et donc, à partir de ce moment, on se pose la question, où est-il? C'est ce que vous avez posé. Et donc, cette question nous amène à composer avec des incertitudes qu'elle charrie. Moi, je le dis, mais aussi des interrogations qu'elle soulève et qu'il faudrait régler. D'accord. Oumar Adeyandiou, vous avez peut-être des informations sur le chef de file de l'opposition que nous n'avons pas. Pourquoi a-t-il, ou pourquoi semble-t-il, on va mettre un peu de réserve, pourquoi semble-t-il être en train d'adopter la posture du silence?
Bon, déjà, j'ai pas d'informations concernant le chef de file de l'opposition. C'est vrai qu'il y a quelques mois où on le voyait fréquemment sur les médias. Il partait d'institution en institution. Il recevait même quelquefois les journalistes. Moi, j'ai été, je crois, 2 fois au siège des FCBE pour une interview. Donc, il y a quelques mois, il était bien visible. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? On peut tenter des approches de réponse. Déjà, en tant que chef de file de l'opposition, il représente qui en réalité? On va me dire, il représente l'opposition. Mais lorsqu'on regarde un peu l'échiquier politique aujourd'hui au Bénin, cette opposition n'est pas forcément unie. C'est pas une opposition où on lui donne un chef qui pourra parler d'une seule voix. Même s'il parle d'une seule voix aujourd'hui, il ne sera pas audible de tout le monde. De ses partisans, peut-être, il sera bien entendu, mais de l'autre côté, les démocrates et tous les autres qui ont d'autres centres d'intérêt, qui ont d'autres problématiques à résoudre, ils ne l'entendront pas forcément. Donc, eux, de leur côté, ils sont obligés de faire chemin à part. Donc, ils se font voir sur tous les médias, ils se font entendre parce que leurs intérêts ne sont pas les intérêts de M. Paul Lungpay. Ils ont d'autres sujets. Il y a des prisonniers, il y a des gens qui sont à l'extérieur parce qu'ils ont maille à partie avec la justice. Donc, eux, ils ont d'autres problèmes. Paul Lungpay, ce ne sont pas, lui, forcément, ses problèmes. C'est vrai qu'en tant que chef de file de l'opposition, il devrait porter peut-être la voix de tout le monde, essayer d'être le représentant donc, de cette partie-là de l'échiquier politique auprès donc, de l'exécutif pour qu'on puisse écouter ce qu'ils ont à proposer, ce qu'ils ont à dire. Mais malheureusement, bon, ce n'est pas le cas. Les autres sont obligés donc, de se faire entendre eux-mêmes, de dire ce qu'ils pensent réellement de la situation politique dans le pays. Bon, c'est à M. Lungpay maintenant de nous dire ce que lui pense, mais malheureusement, on le voit très peu. Alors, voilà l'approche de solution, enfin, l'approche de réponse que je peux donner par rapport à cette situation. Quand on parle du chef de file de l'opposition, pour faire quand même le parallélisme avec d'autres pays, on parle du Togo par exemple, on parle de Jean-Pierre Fabre, vous allez peut-être, je ne sais pas moi, au Sénégal aujourd'hui, Khalifa Sall ou Ousmane Sonko, vous allez peut-être au Kenya, on parle de Raila Odinga, ou vous allez dans d'autres pays. On connaît Jean Ping, par exemple, au Gabon, Maurice Kamto, par exemple, le professeur Maurice Kamto, par exemple, au Cameroun. Vous allez... Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la situation politique du Bénin n'est pas forcément la situation politique de ces pays-là. On sait comment est-ce que la note présidentielle s'est déroulée, les réformes partisanes qui n'ont pas reçu l'assentiment de toute une partie de l'opposition. Il y a une partie qui a été écartée. Enfin, moi, je trouve ces réformes-là, je le dis, à chaque fois qu'il y a... Enfin, si vous voulez, en tout cas, les tests, je ne veux pas dire écartés, vous avez raison, on ne va pas dire écartés, qui n'ont pas participé, si vous voulez. Parce que moi, je le dis, à chaque fois qu'il y a l'occasion de le dire, je le dis, et je le dis, mais avec force. Pas parce que j'ai quelque chose à voir avec le régime en place. Les réformes politiques, les réformes du système partisan, tout ce qui a été fait sur le plan politique, moi, j'admire. J'estime que c'est très courageux. Pourquoi? Parce que ça permet à un gouvernement de véritablement travailler, de construire le pays, parce que nos pays sont à construire. On ne va pas pour des problèmes politiques tout le temps dépenser de l'argent à des endroits qui ne sont pas vraiment nécessaires. Souvenez-vous, les anciens régimes qui se sont succédés au Bénin depuis le renouveau démocratique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tout le temps en train de remanier des gouvernements, parce qu'il y a tel qui a fait une messe de prière dans son village, parce qu'il y a tel qui a soulevé quelques populations quelque part dans une région, donc il faut lui donner rapidement un petit poste ministériel, ou bien, je ne sais pas moi, trouver un moyen pour que un de ces gars se retrouve quelque part dans une ambassade, dans un pays plus ou moins intéressant pour eux. Voilà, donc il y a toujours eu ces petits problèmes-là, et on s'occupe de problèmes qui n'ont pas de sens. Donc aujourd'hui, avec le système partisan, les gens doivent travailler avec des idées, amener des idées, essayer de proposer des choses. Et c'est pourquoi je salue tout ceci. Maintenant, revenons au chef de file de l'opposition qui, on dit qu'il n'est pas vraiment très représenté. Moi, je comprends le fait... Représentatif, pas si audible. Vous voulez, pas audible, si vous voulez. Je retire mon mot. Il a la limite taciturne. Voilà, et on ne l'entend pas très bien. Et moi, je dis, c'est tout à fait normal, compte tenu du contexte actuel. Les autres, ils ne le voient pas porter, eux, leur voix, parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, ils n'ont pas les mêmes objectifs politiques. Donc, eux, ils préfèrent dire leurs choses de leur côté plutôt que de s'allier à lui. Bon, ça peut se comprendre parce que le contexte politique ne s'y prête pas. Voilà un peu mon avis. Mon cher Ange Banon. Écoutez, normalement, on ne devait même pas être surpris de la disparition du chef de file de Paul Lungpay, chef de file de l'opposition, dans la mesure où nous savons dans quel contexte
je ne dirais pas, il a été nommé chef de file de l'opposition. Et on voit des choix peut-être au détour des législatives si entre-temps la FCBE se fait surclasser par d'autres partis politiques. C'est là que je voulais en venir, parce que la loi qui prévoit le statut de l'opposition a normalement est partie d'abord de la représentativité de l'opposition au Parlement. Et c'est dit qu'en cas où, par rapport à notre situation conjoncturelle que nous avons connue en 2019, qui a fait que le Parlement s'est retrouvé finalement avec 2 partis de la mouvance, qu'en cas où il n'y a pas d'opposition, de parti de l'opposition, maintenant que c'est le parti qui a le plus d'élus au niveau des élections locales et communales. Donc, c'est là que, de fait, ayant été en griffe pratiquement le seul parti de l'opposition ayant pris part à ces élections et ayant eu quelques élus communaux, donc le parti se retrouve d'emblée être le parti valablement représentatif de l'opposition. Donc, souffrez que sur cet aspect, qu'on se rende compte qu'en réalité, cette posture, non seulement du chef de file de l'opposition, est mieux qui dénote également de la classe politique de l'opposition au Bénin, nous permettre de s'aviser de ce que c'est une situation conjoncturelle. Sans quoi un véritable chef de file de l'opposition, avec toutes les situations, que ce soit la situation les situations de crise que nous sommes en train de traverser en griffe, ou même des acteurs politiques sont invités sur le débat, on n'en a pas eu vent. Le chef de file de l'opposition ne s'est même pas préoccupé de la situation des populations qu'il est censé représenter, même si on ne va pas dire de l'opposition. Vous faites bien de l'évoquer. Voilà. On a vu des sujets, par exemple, sur les attaques terroristes perpétrées récemment. On en parlait un peu dans le nord de notre pays. On a vu, il y a eu les rencontres entre le chef de l'État, Patrice Talon, et le président Soglo, avec le président Yahi, Bouni Yahi aussi. Le chef de file a aucun moment ne s'est même pas fendu d'un communiqué ou d'un propos dans les médias, soit pour commenter telle ou telle autre actualité. C'est pour cela que moi je disais que normalement sa posture ne devait pas nous surprendre, dans la mesure où pratiquement c'était comme une manne tombée du ciel. Parce qu'un chef de file de l'opposition qui a eu sa promotion sur la base d'un challenge véritable et d'une caution portée par les populations, doit se rendre redevable vis-à-vis des populations qu'il représente en tant qu'opposant, non pas forcément pour tenser le gouvernement, mais tout au moins pour mettre sur le tapis des positions ou bien des postures qui préoccupent plus d'un, dans la mesure où aujourd'hui, on ne pourra pas dire que le chef de l'opposition n'est pas mal loti, même si peut-être il nous dira peut-être qu'il n'est pas encore rentré dans ses prérogatives, mais tout au moins son parti a bénéficié du financement public des partis politiques. Et là aussi, c'est là où également nous devons nous rendre compte qu'on ne peut pas faire de tout le monde une institution. En griffe, tout le monde ne peut pas être représentatif d'une institution, dans la mesure où une institution demande des bases et des balises. Parce qu'une opposition... Vous pensez qu'il n'en a pas l'étoffe? Non, je ne dis pas qu'il n'en a pas l'étoffe. Je dis simplement que c'est parfois peut-être ce que nous ne remarquons pas. Parfois, la barre est mise assez haute que si vous voulez incarner une institution, vous devez en avoir non seulement l'aura, et mieux également l'alternative. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que normalement, pour un chef de file de l'opposition, on n'a même pas vu la mise en place de son cabinet, on ne l'a pas vu jusque-là convoquer tout au moins des partis. C'est vrai qu'on a eu à un moment donné certains partis qui se sont rapprochés, qui étaient allés le rencontrer, mais au sein de son parti, au sein de son parti, le chef de file de l'opposition, même s'il représente un parti, il doit avoir son cabinet. Il nous dira peut-être qu'il n'est pas encore dans ses prérogatives, mais d'autant plus que c'est l'État. Une fois qu'il a ses postures, les fonds vont venir, comme on le dit. Donc, c'est à lui de mettre en place les dispositions pour qu'on puisse lui reconnaître son statut et non peut-être se mettre derrière le fait que peut-être qu'il n'est pas encore rentré. Peut-être c'est là le rôle du journaliste. Si on avait eu ça un peu plus tôt, on aurait cherché à au moins savoir à son niveau qu'est-ce qui bloque pour que la machine à son niveau ne prenne. Parce que pour l'instant, la machine est grippée. Oui. Alors, on est à 6 mois, bienvenue à Bassagan des prochaines législatives. En temps normal, c'est une période charnière. C'est la pré-campagne actuellement qui doit tenir en haleine la classe politique, en l'occurrence l'opposition qui, pour le moins, a un certain nombre de griefs contre le pouvoir central. En tout cas, c'est la ritournelle habituelle. Mais ici, on a comme
un calme qui peut-être annonce la tempête du côté du chef de file de l'opposition. Sait-on jamais? Herman Rodrigue Amégan, c'est-à-dire la plus pessimiste des analyses ne peut nier que la phase à laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une phase de pré-campagne et que les partis politiques de l'opposition devraient sortir. Mais si vous remarquez, il y a Paul Rompé qui demandait à être reçu par le président Patrice Talon et il n'est pas reçu jusque-là. C'est comme si cela faisait une certaine inconsidération, je dirais. Est-ce que c'est une inconsidération certaine ou certaine inconsidération? Je ne sais pas quel mot il faut choisir qui est plus approprié donc par rapport à cet état de choses qui frustre le chef de file de l'opposition. Mais sa mission n'est pas d'être reçu par le chef de l'État. C'est ça en réalité. C'est comme si on se trompe de repère. Il faut le dire. Et aujourd'hui, il faut nécessairement que ce parti, il y a Ange Banouin qui touchait un peu l'aspect charismatique de celui qui devait être chef de file de l'opposition. Loin s'en faut. Il faut le dire en réalité. Si les tests arrivent à vous concéder une place, vous allez prendre la place. Nous ne sommes pas dans un système où il faut voir le charisme de telle personne avant que la loi ne puisse décider. La loi n'a rien précisé en la matière. Ce qu'il faut nécessairement, c'est que je dit tout à l'heure, que c'est un parti politique qui est en train de perdre ses âmes. C'est un parti politique qui est déplumé. Il faut le dire. Et donc, à partir de ce moment, je voudrais dire plumé en réalité. C'est plumé qui est approprié. Et donc, ce parti politique, en réalité, n'a plus de quoi démontrer à qui que ce soit. Parce que beaucoup sont partis. Et quand on est dans cette situation-là, on ne peut que se cacher. Il y a quand même d'autres. Il y a des leaders politiques dans ce parti. Il y a Hassan Soumanou Djemba qui est toujours là. Vous avez vu Soumanou Djemba depuis quand? Lorsque les élections étaient terminées, quelques mois après, nous avons appelé, cherché à savoir où sont ces personnes-là. Par exemple, on a posé la question à Corentin Coré. Vous avez vu, c'est des gens qui se mettent dans un niais politique juste pour des circonstances. Et quand vous arrivez là, en réalité, votre résultat ne peut qu'être des résultats circonstanciels. Et donc, ce que nous sommes en train de voir, c'est l'effet de ce qui s'est passé lors des élections. C'est comme si les gens ne sont pas prêts et qu'on arrive donc à se mettre ensemble juste dans l'immédiat pour pouvoir donc satisfaire leur propre instinct, je ne sais pas, ou bien l'instinct du peuple, je ne sais pas. On va suivre tout ceci de très près. Mais alors là, vraiment en 30 secondes. Mais alors là, vraiment en 30 secondes. Vous savez, Paul Rompé, pour le moins qu'on puisse dire, malgré tout ce qu'on peut dire, peut paraître être aussi un fin stratège. Un stratège dans la mesure, comme on le dit, de ce qu'on appelle de la technique de la terre brûlée. C'est-à-dire quoi? Il profite des situations malencontreuses des virulents pour pouvoir leur avis la vedette. C'est-à-dire quoi? Il sait que peut-être en maintenant son mutisme, son parti pourra participer aux élections. Et donc, en ne s'affichant pas, il se fait moins de projecteurs ou bien moins de récriminations pour avoir des difficultés à concourir. Et donc, dans cette posture, un bon stratège, il peut choisir de travailler dans le silence pour qu'à l'arrivée... Donc, ça, c'est le mot de sous-marin. Pour qu'à l'arrivée, son parti puisse être en liste, parce qu'on l'a vu pour participer au communal. Oui, ça lui a marché. Donc, peut-être c'est la stratégie du public. Moi, je pense quand même qu'il faut prendre en compte beaucoup plus l'aspect sur lequel, qu'à l'interne, c'est-à-dire au niveau des SCB, il a quelques difficultés lui-même parce qu'il y a des démissions en cascade et tout. Voilà, il a quelques problèmes. Alors que pour être un chef, il faut se sentir porté également. Moi, aujourd'hui, s'il n'a pas de soutien lui-même à l'interne, ce n'est pas Yahi Boni, ce n'est pas le président Soglo qui vont venir ou bien Eric Koundété qui vont venir. Alors, personne ne veut finalement sortir le mot. Il faut quand même quelqu'un pour prendre sur la responsabilité de sortir le mot. Messieurs, on va répondre à la question. Est-ce que vous avez l'impression qu'il estime qu'il manque de légitimité? Il a peut-être la légalité, mais qu'il estime qu'il n'a pas de légitimité. Vu ce qu'il a fait au départ, vu comment est-ce qu'il a porté le chapeau de chef de file de l'opposition au départ, je ne pense pas qu'il pense qu'il manque de légitimité. Il peut avoir d'autres raisons. On en a parlé beaucoup. Le fait peut-être que le gouvernement ne veuille pas l'entendre, que le président ne veuille pas le recevoir, je ne sais pas ce qu'il y a en dessous. Ça peut être un moyen, voilà, ça peut être un moyen qui le frustre, qui l'empêche de faire réellement son boulot. Le fait qu'il n'a plus de soutien véritablement à l'interne où le parti lui-même se déstabilise, c'est
compliqué, et que les autres opposants, Yaïboni, Soglo, Eric Koundété, tout le reste qui devait peut-être essayer de le porter également, eux n'ont pas véritablement ce temps-là, ils ont d'autres chats à fouetter, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tout ceci peut être des éléments qui l'empêchent vraiment de s'exprimer comme il veut. Mais au départ, il a essayé de le faire. Donc moi, je pense que ce n'est pas une question de légitimité. Il a sa place. On a vu un peu le contexte dans lequel il est venu. C'est la loi qui le lui confère. Bon, c'est à lui de faire son travail. Mais malheureusement, ces derniers jours, c'est un peu compliqué pour lui. Très bien. Allez, on va finir parce qu'il y a un dernier sujet à aborder, bien sûr. Il s'agit de ce sommet d'Accra, le sommet donc de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sur la situation de quelques pays en difficulté, dans une incertitude institutionnelle, notamment le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Mon cher Ange Banoué, on a vu les sanctions, le Mali qui s'est vu lever donc les sanctions à la fois financières, mais également politiques qui étaient dans lequel le pays s'était englué, bien sûr, au détour de ce double coup de force qui a vu partir dans la foulée, d'ailleurs, le président Ibrahim Boubacar Keïta personnellement. Eh bien, c'était prévisible dans la mesure où le pays, ou bien la junte a revu ses ambitions à la baisse. Je ne dirais pas ses ambitions à la baisse, mais tout au moins en réajustant pour que... Mais il faut dire que même si aujourd'hui... la junte a réajusté, c'est qu'elle a déjà passé un bon moment au pouvoir déjà avant maintenant de réajuster. Donc, bon an, mal an, finalement, elle est en train d'atteindre son... C'est aussi ça, c'est un peu ce que j'appelle, c'est de la stratégie. Malheureusement que ces situations ne permettent pas ce que nos États qui font face à ces crises mettent en place des balises pour l'avenir. Parce qu'on a tendance à penser que face à chaque situation, il faut faire, comme on le dit, il faut faire des actions, des opérations de pointe, comme on le dit, de choc, pour pouvoir avancer. Alors que si nous voulons travailler pour l'avenir, on ne devait pas forcément se focaliser sur le temps, même s'il faut véritablement ne pas donner l'envie ou bien l'engouement aux militaires. Mais là, le problème ne se pose pas forcément au niveau de la classe militaire, mais parce que sur le plan politique, il y a des problèmes qui sont sous-jacents, que les politiques refusent souvent de régler, qui finalement sont portés par les militaires, que les populations finalement adulent, mais au final, parfois, se retrouvent encore en difficulté pour pouvoir leur faire entendre raison, parce que la question du Mali, c'est une situation qui mérite véritablement de mettre en place des institutions et des mécanismes qui vont pouvoir fonctionner à long terme. Et non aujourd'hui chercher une solution conjoncturelle, aller à une élection, quelqu'un sera élu, et au lieu de mettre en place les balises pour une refonte et une unicité de la nation et des perspectives d'avenir, viendra simplement pour prendre le pouvoir, prêter serment, dire que je suis le président démocratiquement élu. Mais c'est malheureusement là où, avec tout l'engouement qu'on a de voir certains pays qui sont en crise avancer, on se dit, mais est-ce que quelque part, on n'essaie pas de faire un pas en avant et deux pas en arrière? D'accord. Voilà. Alors, bienvenue à Gbassagan. Aujourd'hui, le Mali et le Burkina Faso sont les bons élèves de la classe, en tout cas dans la classe de ceux-là dont le train n'est pas arrivé à l'heure ou n'arrive pas à l'heure, bien sûr. Ils ont fait des progrès, le Mali, le Burkina Faso, en élaborant un calendrier, un chronogramme clair et précis sur lesquels on pourra faire, ou la CEDEAO pourra faire le marquage à la culotte. C'est peut-être la raison pour laquelle ils se sont vus les sanctions allégées. Oui, parce que c'est le baromètre pour pouvoir donc leur accorder une certaine crédibilité, il faut le dire, parce que c'est ce qu'il faut réellement. Tous, on attend à ce qu'il y ait une alternance, et c'est parce que en venant au pouvoir, c'est-à-dire en prenant le pouvoir par les armes, leur objectif, c'est de changer ce qui est là. Et puisqu'il faut changer, il faudrait qu'il y ait de la métamorphose, il faudrait qu'il y ait une transformation, on doit vous voir sur le chantier en réalité. Mais moi, je ramène le problème ailleurs, parce que beaucoup en Afrique pensent toujours que la question démocratique se focalise sur les élections. Vous savez, il faut chercher aujourd'hui à trouver, même la CEDEAO n'a qu'à chercher, et qu'est-ce qui pose réellement ce problème-là? Qu'est-ce qui cause? On essaie de résumer la démocratie à des élections. À des élections. Non, c'est partout en Afrique. Ce qui est une erreur, parce que d'abord même l'essence même de la démocratie n'est pas, je dirais, comprise par nous tous. Vous savez, je vais vous dire une chose. Avant qu'on arrive donc à cette démocratie où tout le monde aujourd'hui dit au nom de la démocratie, on va prendre le pouvoir, il faut qu'il y ait
élections, il y avait la démocratie directe. Et donc, quand vous prenez la démocratie directe, le peuple, c'est-à-dire c'est le peuple lui-même qui choisit et qui vote ses lois. Nous sommes arrivés à cette démocratie-là, la démocratie que nous avons représentative. Et quand on envoie les autorités là-bas, le peuple qui a envoyé les autorités pour pouvoir assurer sa représentation ne se retrouve plus dans les décisions de ce dernier. Aujourd'hui, on utilise l'expression démocratie participative ou délibérative. C'est ce qui amène ces gens de coup d'État, parce que le peuple veut réellement se sentir intégré. C'est parce qu'on a tellement isolé, fait mouton noir le peuple. On l'a tellement écarté des choses qu'on arrive à ces genres de situations. Il faut nécessairement aujourd'hui, avec le phénomène aussi, je dirais, un effet de contagion, de troisième mandat. Voilà des problèmes, comme si nous sommes dans une dynastie politique. Et c'est vrai, ça se comprend en Afrique, que certaines personnes aillent dans ce sens-là, parce qu'on n'avait pas... Le fameux troisième mandat considéré comme un coup d'État institutionnel. Effectivement, on fait avec des gymnastiques juridiques, des acrobaties constitutionnelles, et qui nous amènent dans des tendances qui nous... c'est-à-dire, je ne sais même pas comment je pourrais qualifier de cela. Il faudrait nécessairement que la CEDEAO s'appesantisse sur ça. C'est vrai, on peut sanctionner. Vous savez, on est déjà confronté à la crise du terrorisme. Il faut régler cela. Les coups d'État s'y ajoutent. Il faut assouvir la faim des gens. Vous savez, il y a tellement de chantiers au point où on se laisse aller à ces genres de situations qui nous créent ces différentes situations. Ce que moi je dis, en réalité, oui, il faut sanctionner. Je suis d'accord pour les sanctions. Il faut relativiser. Il faut aller dans une tendance bercière. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire, il faut nécessairement une grande réflexion à la matière pour dire, mais qu'est-ce qui nous amène réellement à aller dans cette situation? Et si c'est le phénomène de troisième mandat, il faut nécessairement qu'on dise, bon, désormais, donnez-nous 4 mandats ou 5 mandats. Mais qu'on trouve des ingéniosités. Vous allez voir des gens qui se disent que c'est le peuple qui ont voulu que nous soyons là, comme s'ils sont indispensables à vie. Il faut éviter ce genre de situation. D'accord. Alors, Oumar Ali Andjou, en Guinée, c'est toujours du statu quo, parce que la Guinée n'a pas proposé un agenda favorable donc à la CEDEAO. La Guinée a 1 mois pour trancher, pour pouvoir revoir son calendrier. Et d'ailleurs, l'ancien président du Bénin, le président Boni Yayi, a été nommé médiateur donc avec la Guinée pour pouvoir justement trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse acter un chronogramme clair et précis. Voilà, on va donc croiser les doigts que le génie béninois arrive à produire de bons effets là-bas. On sait que sur le plan politique, les Béninois savent être ingénieux. On sait que le président Boni Yayi trouvera certainement les mots qu'il faut pour essayer de convaincre donc la junte en Guinée également de faire des propositions qui vont aller donc à l'endroit de ce que veut également la CEDEAO. Maintenant, pour revenir au problème que posait Bienvenue Abassaga, il demandait mais qu'est-ce qui est à la base de ça? On connaît tout ce qui est à la base de ça. C'est notre manière de faire la politique en Afrique. C'est une mauvaise manière. On a des hommes forts au niveau de nos États. Ce n'est pas ce que nous voulons. On veut des institutions fortes qu'on va respecter, des lois très fortes qui seront respectées. Voilà ce que nous voulons. Mais malheureusement, en Afrique, c'est la tête d'un individu qu'on voit et c'est cela qui veut continuer. C'est pourquoi moi je dis il faut continuer avec ces réformes politiques-là pour essayer dans les différents pays pour asseoir des bases d'institutions véritablement qui pourront être au-dessus des hommes. Tant qu'on n'aura pas des institutions, des lois qui seront au-dessus des hommes en Afrique, cela conduira toujours au même problème. Si ce n'est pas la population qui se lève, comme on avait vu entre-temps avec Blaise Compaoré au Burkina Faso, le ballet citoyen et tout ça, si ce n'est pas la population, ça sera toujours les militaires. Parce que les militaires sentiront à un moment que, mais écoutez, les militaires, ils sortent des familles, d'autres familles également. Ces militaires ont des familles, ils ont des gens qu'ils entendent lorsqu'ils retournent chez eux. Donc, lorsqu'ils entendent certaines choses, ça va leur donner le courage, l'engouement de faire des coups d'État à chaque fois. Et tant qu'on ne va pas changer notre manière de faire la démocratie, parce que la démocratie, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi culturel. La démocratie, c'est aussi culturel. On ne va pas copier exactement la démocratie telle qu'elle est faite en Occident, dans les pays où ça marche. Ils ont leur culture, ils ont leur manière de discuter au sein même de leur famille, qui est le départ donc de la société. Au sein de leur famille, ils ont leur manière de s'adresser les uns aux autres. Chez nous, on ne s'adresse pas à son enfant comme un Européen s'adresse à son enfant. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut voir. On ne va pas copier bêtement
prend la manière de faire la démocratie des autres et l'envoyer chez nous et dit qu'on va l'appliquer. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Et finalement, c'est des hommes qui comprennent plus ou moins la chose parce que, bon, ils sont plus ou moins lettrés. C'est eux qui essaient de prendre les devants, qui veulent s'éterniser au pouvoir parce que, bon, c'est une orange, lorsqu'on l'a bien sucé, on a envie de bien la... Voilà, donc c'est un peu cela. Et on va espérer quand même que la Guinée, sous l'impulsion donc, de Boni Yayi, de notre compatriote. Du président, donc de l'ancien président Boni Yayi, puisse trouver une solution parce que pour l'instant, la Guinée demeure le mouton noir de ce trio infernal qui secoue donc la région ouest-africaine. Trois hommes en kaki qui... Juste un petit mot par rapport à la situation. La situation, elle est assez simple. Lorsque vous avez les salaires politiques qui sont mirobolants et que le citoyen qui travaille, qui s'échine sous la pluie et le soleil a un maigre salaire, vous vous rendez compte que tout le monde va vouloir un salaire politique, va vouloir être au cœur de l'appareil d'État. La politique devient une carrière. Et les gens s'offusquent de ce que tout le monde, les jeunes qui doivent être des producteurs de richesse, des créateurs de richesse, aillent en politique. Même si, qu'on le veuille ou pas, on est pris en compte quelque part dans une sphère politique, que de créer de la richesse. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on trouve que c'est l'ascenseur le plus rapide, le plus facile pour pouvoir non seulement accéder aux bonnes grâces de la princesse, vivre et faire jouir les siens. Et dans ces conditions, c'est pour cela que normalement, je parlais des tests. Il faudrait que lorsqu'on voudra, parce que tu ne serviras à rien de dire que nous voulons organiser des élections pour que toujours il y ait une caporalisation du pouvoir, pour qu'il y ait juste quelques individus qui s'accaparent du pouvoir et que la grande masse végète dans la paupérisation. Il faudra véritablement permettre à ce que aujourd'hui que le salaire politique ne soit pas un salaire qui amène les gens à avoir envie... À nourrir de la frustration. Et mieux, permettre à ce que les acteurs, les producteurs de richesse soient bien cotés pour que les gens pensent beaucoup plus à aller travailler et vivre décemment plutôt que d'aller en politique avant de se sentir... D'accord. Merci, Ange Banu. Vraiment très rapidement. Oui, très rapidement. C'est juste par rapport aux décisions de la CEDEAO. Si vous vous souvenez, les sanctions n'étaient pas très populaires également au sein de la population ouest-africaine. Mais grâce à tout ceci, bon, je pense que la CEDEAO aussi répond également et à l'écoute également de cette population-là et essaie aussi de s'ajuster pour se conformer donc à ce que veut la population également. Et ça, moi, je pense qu'il faut... On est en train donc de partir donc sur une transition de 24 mois. Bien évidemment, on va scruter aussi cette question de très près et on va voir aussi les prouesses que fera certainement le président Boni Yayi. En tout cas, on espère. Évidemment, pour lui, on lui souhaite une bonne médiation pour qu'il puisse ramener le pays, en tout cas la Guinée, sur les bons rails. Merci beaucoup à vous, Maradi Andou. Merci, Ange Banu. Avant de finir, on va souhaiter un très joyeux anniversaire à notre ami bienvenue à Gbassagan. Que votre vie, votre existence soit tout aussi immaculée. Que votre veste tout aussi jolie. Amen. Et paradoxalement, la nature m'a doté. Je suis né le même jour que mon grand frère. Vous voyez. Bon anniversaire à la famille à Gbassagan. Non, tout à l'heure, on en parlera. Donc, Oumar, il parle Yoruba, hein, sinon à Gbassagan, on sait tout ce que ça veut dire. C'est le ministre de la Santé. Évidemment. Le ministre de la Santé. Allez, bien à vous. Très bon lundi et très bonne semaine de travail à tous et à chacun. 5 sur 7 matin, encore 2 escales. Les sports de Hugues Nissou, derrière la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.